À toutes et à tous, bienvenue dans C'est notre histoire en direct du site de Tadourem, un district de Guama sur l'île de Nengone pour cette 30e foire des îles en direct radio et télé. Aujourd'hui, on discute de l'importance de l'histoire et de sa transmission avec nos invités. Et aujourd'hui, on va recevoir donc Pakaloy et Akelwaya et on va leur demander de nous raconter un peu leurs histoires. Et vous allez voir, elles se croisent, elles s'entrecroisent, elles s'enchevêtrent presque. Et à travers leur parcours, on va comprendre un petit peu mieux l'histoire de Marais, l'histoire des clans, etc. Et notamment, on verra un petit peu l'évolution des métiers de l'enseignement grâce à leur parcours et à leur regard. Akelwaya ne va pas tarder à nous rejoindre, mais Pakaloy est déjà avec nous. Bonjour Pakaloy. Bonjour tout le monde, je suis Bonjour. déjà là. Bonjour Et en Pakaloy. pleine forme, vous êtes magnifique, elle vous va très très bien cette chemise rouge. Couleur de sang, oui. Couleur de sang. Ouais, couleur de la vie. Alors Pakaloy, vous êtes très très connu à travers les îles Loyauté, à travers cette île de Marais. Vous avez été fondateur et toujours à la tête de l'association Tapéné. Alors j'aimerais qu'en introduction de cette émission, vous nous expliquiez un petit peu ce qu'est cette association, ce que veut dire Tapéné, que vous nous contextualisez un petit peu pourquoi est-ce que vous aviez créé cette association. Oui, tout d'abord, avant de parler de tout, je remercie d'abord le Seigneur qui nous a permis d'être là, bien chaud, bien vivant. C'est grâce à lui. Merci Seigneur. Et je vais commencer par dire beaucoup de choses, mais je suis limité par le temps. On a Non, du temps, vous on a inquiétez du pas, temps, on a vraiment Pakaloy. du temps, on est tranquillement installé ici, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps pour nous raconter ce que vous avez envie de nous dire. Ah, merci beaucoup. J'ai besoin de temps parce que pour expliquer tous ces rassemblements, il faut un peu plus de temps. Commençons par le métier d'enseignant. J'étais reçu pour passer le CM1 à l'école publique de Tadine en 1955. Vous voyez, il faut d'abord passer le CM1 avant d'aller ailleurs, avant de sortir dans l'école des moniteurs de Nouville. Il faut d'abord passer son examen pour passer le CM1, ainsi de suite. CM1, CM2, certificat 1, certificat 2. Et à la fin de 4 ans d'études, il faut être enseignant. C'est la dernière étape pour être tout simplement enseignant. Il n'y en a pas, ça n'existe pas les brevets à l'époque. C'est le certificat. Donc il faut le passer. J'ai réussi assez. Et voilà, il faut partir pour aller à l'école de moniteur de Nouville pour fréquenter le CM1. Vous voyez? C'est pas pour sortir, pour aller. Il n'existait pas encore le brevet à l'époque. Le premier brevet ici de la Nouvelle-Calédonie, c'est Ernest Ouamon. Ouamon de Wailou, là. Ernest. Bon, je reviens. Et après avoir reçu le certificat d'études, au bout de 4 ans d'études à l'école des moniteurs de l'île Nou, qu'on appelait à l'époque l'île Nou, mais Nouville, ben, je suis à la première année de 1959. Alors, Parce qu'il faut qu'attendre. Pakaloy, on va juste accueillir Akelwaya qui vient de nous rejoindre. Bonjour Akel. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup Akel. d'avoir accepté cette invitation, d'être là avec nous et avec vous, on va pouvoir revenir un petit peu donc, sur l'histoire des îles Loyauté, l'histoire de Marais, et notamment l'histoire surtout de l'évolution des métiers de l'enseignement, car Pakaloy, que vous connaissez forcément, a été moniteur et vous êtes aujourd'hui professeur, vous êtes écrivain, vous êtes musicien, on va pouvoir parler de plein de choses à travers votre regard, votre parcours à vous. On pourra aussi peut-être notamment reparler de votre livre Mon amoureuse qui vient de sortir. Pakaloy est en train de nous raconter un petit peu ses débuts dans l'enseignement. Il nous parlait du CM1. Le CM1, aujourd'hui, dans la scolarité, à l'époque, on avait pareil, 8-9 ans, mais c'était une classe parmi tant d'autres. Qu'à l'époque, à votre époque, Pakaloy, le CM1, c'était presque, alors je vais y aller un peu fort, mais presque l'équivalent du bac finalement, parce que beaucoup de gens arrêtaient leur école après le CM1. Ça, c'est déjà, on note vraiment quelque chose qui a marqué une évolution absolument fulgurante, c'est ça. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment, avant de partir dans les parcours de chacun, que vous nous parliez de l'association Tapéné, Pakaloy, s'il vous plaît. Tapene veut dire en ningoni, Tataya n'aurait pene ningoni. La case où l'on apprend, où l'on crée tout ce qui est culturel à Ningoni. Vous voyez, Tataya c'est la case, Pene c'est la langue, et Ningoni c'est la langue ou la culture de Ningoni. C'est pour ça que nous sommes à l'époque, dans les années 1980, c'est là qu'on commence à créer cette pensée-là de continuer l'enseignement dans la langue. Parce qu'à l'époque, la langue était encore défendue.
dans notre classe, ils vont mettre défendre de parler le français, de parler le Ningone. Il faut parler le français. Donc, nous sommes obligés par la force de cas, quoi, de ne pas apprendre notre langue, ce qui est dommage. Pour le moment, tout le monde a reconnu que c'était un peu trompé pour dire aux gens de Marais, moi en tant que... On ne dit pas enseignant, on dit enseignant, mais on ne dit pas professeur, mais on dit moniteur. Notre époque, c'était moniteur. Tout ça, c'est déjà le symbole d'une époque. Quand on parle de moniteur, ça représente qu'on repart déjà presque 70 ans en arrière. Oui, bien sûr. Alors si on revient à Tapéné, Tapéné veut dire, comme j'ai dit, la culture, c'est la case où l'on construit, où l'on crée la culture, on manifeste pour travailler sur la culture de Marie. Vous voyez? Alors, dans les années 1980, ce sont les premiers vieux qui sont maintenant pas, ils ne sont plus. Par contre, il reste deux, M. Léon Cotier et moi qui avais donné Caloy. Après cette année-là, on a par la suite, quand la structure province des îles a été créée, vous voyez, alors on a créé le centre culturel lyonnais. L'ouverture du centre culturel lyonnais, c'était 1994. Et on a pu continuer pour maintenir cette langue, parce qu'à l'époque, on dit, tu perds toutes les qualités, vous voyez, tout ce que tu avais appris dans ton coin, il ne faut pas les perdre. Merci. Donc, on a besoin de garder ça. Akelwaya, quand vous entendez les propos de Pakaloy aujourd'hui, est-ce que vous sentez que quand même on a avancé par rapport à ça, par rapport à l'éducation des langues? Aujourd'hui, on a repris conscience de l'importance des langues maternelles dans l'éducation ou dans l'enseignement en tout cas? Akelwaya. Oui, donc bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Pépé. Moi aussi. Voilà, donc je suis également enseignant et conseiller pédagogique pour le compte de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, je me retrouve là face à un dinosaure de l'école. C'est vrai que... Un joli dinosaure. Voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais prendre la parole. Et puis, donc, l'EILM, l'enseignement intégré des langues maternelles, a démarré, en tout cas, en 1992, en même temps, juste après les premières années de provincialisation. Donc 10 ans après cette époque de la création de l'association Tapéné, où encore le Nengone était interdit, ou en tout cas où il fallait inciter les enfants à parler français. Oui, voilà. Donc maintenant, c'est de mise, c'est dans les programmes, c'est dans les projets éducatifs de la Nouvelle-Calédonie, avec les 4 ambitions. Donc il y a une prise en compte de la culture, non seulement de la culture kanak, mais de la culture des langues et de la culture océanienne en général. Voilà, donc il y a 2 entités institutionnelles qui s'attellent à travailler sur ça, donc à savoir la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie et le vice-rectorat. Et puis après, comme on est dans l'ordre de l'adaptabilité des programmes, chaque province réfléchit et met en œuvre des activités et des actions en direction de la langue, de la culture. Et c'est contrôlé, c'est sous l'égide de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie qui exerce un contrôle pédagogique. Et aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire, c'est toujours une histoire française ou justement l'enseignement de l'histoire de Nengone, l'histoire des contes, des légendes, c'est quelque chose qui est intégré dans les programmes? Alors c'est intégré puisqu'il y a eu un manuel qui est paru avec l'histoire calédonienne. Voilà. Après, c'est vrai que la mise en œuvre dans les classes n'est pas toujours évidente parce que ce sont des collègues de données historiques. Après, il y a, si vous voulez, il y a une adaptabilité des programmes à faire valoir dans les classes pour que ça soit à la portée des enfants. Et des fois, les textes à caractère historique sont assez difficiles à comprendre, d'où l'intérêt de faire également un travail interdisciplinaire avec le français. Et aussi une manière d'intéresser les jeunes, c'est aussi travail de compréhension. Les contes et la musique. Et justement, on va faire une pause en musique. On va écouter Okerios. C'est l'ancien groupe de Goulan. Ils sont de Marais. On va écouter Nengone. Et on se retrouve dans quelques instants avec Akelwaya et Pakaloy. Merci, à tout de suite. Toujours dans cette belle... Si vous nous rejoignez en direct du site de Tadourem pour cette 30e foire des îles à Nengone, on parle aujourd'hui dans C'est notre histoire de l'importance de l'histoire
histoire et de sa transmission en compagnie de Pakaloy qui est ici avec nous et d'Akel Waya. On est en train de se demander justement qu'est-ce qui fait qu'on peut intéresser les jeunes à cette histoire. Akel Waya. Ok. J'ai la parole, donc Allez-y. Je vais prendre la parole. J'aurais aimé qu'il s'exprime avant moi. On a un petit souci avec le casque de Pakaloy qui il reprendra juste après. On comprend l'humilité qui vous incombe de vouloir laisser Pakaloy parler en premier, mais là malheureusement la technique nous impose de vous laisser la parole d'abord à Akel Waya. Allez-y, n'ayez pas. Je suis sûr personne ne vous en voudra. Ok. Donc voilà, la transmission, en tout cas, de l'histoire se fait très naturellement lors des cérémonies coutumières. Voilà. Lors des mariages, lors des cérémonies de deuil, voilà, on revient sur la généalogie clanique et très généralement les jeunes sont très intéressés. Ils sont très intéressés pour connaître, ils veulent connaître leur histoire. Voilà. Et voilà, à part les choses de la vie quotidienne comme aller au champ ou aller faire des papiers dans la paperasse administrative à la province ou à la mairie, ils sont vraiment ancrés dans l'histoire. Voilà. Ils s'inscrivent. Et ça se fait, la transmission, elle se fait donc naturellement. Après, en deuxième lieu, je dirais qu'à travers l'art, notamment, l'expression artistique, comme la musique, la sculpture, la peinture, etc., ça permet de garder une traçabilité de l'histoire. Ça permet de marquer des empreintes. Voilà. Et avec un effet qui interroge parfois la jeunesse. Voilà. Et le fait de rentrer dans ce mode de questionnement leur permet en fait de poser des questions du style qui je suis, qui suis-je. Et ça, on retrouve ça par exemple dans la chanson de Sadio Ilan. Voilà, qui je suis. Voilà. Et justement, est-ce qu'en sachant d'où on vient, on sait qui on est, Pakaloy? Qu'est-ce que vous dites de quoi Est-ce qu'en sachant d'où on vient, est-ce qu'en connaissant nos racines, nos ancêtres, notre histoire, on peut savoir mieux qui on est? Ah oui, c'est en racontant l'histoire qu'on sait d'où vient cet homme, une femme. Il faut se poser des questions et on peut répondre avec selon la question. D'où on est, ben voilà, nous sommes de Marais, nous sommes de telle tribu, pas de tel clan, de telle chefferie. Voilà. On ne répond pas n'importe quoi à côté, mais on répond exactement à la question qu'on pose. Et vous, Pakaloy, donc il y a un certain nombre d'années, vous êtes parti du constat que finalement il y avait une rupture culturelle entre les ancêtres, les vieux, et la culture ancestrale et la culture moderne. Et vous avez voulu, grâce à cette association Tapéné, donc recréer du lien, recréer de la connaissance pour les jeunes de cette culture. Par quel biais vous êtes passé? Comment est-ce que vous avez fait pour intéresser la jeunesse de l'époque ou la jeunesse d'aujourd'hui pour recréer du lien avec cette culture ancestrale qui est en train de se perdre? Comment vous avez fait? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était en 84 qu'on a commencé à se poser des questions. La question qu'on a posée tout à l'heure, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais, de quelle culture? Mais nous, on a commencé en 84 et à la suite, quand on avait créé le centre culturel Iwene, qui a été inauguré en 1994, c'est là qu'on a dit qu'on a bien fait de déjà commencer avec les anciens, maintenant ils sont disparus. Il nous reste 2 ou 3. Il faut continuer avec l'installation du centre culturel pour recontinuer à faire vivre ce qui est perdu. C'est-à-dire le patrimoine, il faut sauvegarder le patrimoine. Parce que plus les vieux nous restent, la jeune génération a du mal à reprendre, ce n'est pas de leur faute. Il faut déjà le pont, il ne faut pas que le pont soit coupé, il faut continuer à enseigner. Donc on a repris la société Tapéné dans le but de sauvegarder tout ce qui est culturel, tout ce qui est notre patrimoine des anciens. C'est là que je me dis, mais c'est bien, il n'y a pas que la chanson. Il y a la chanson, il y a la langue, il y a le chant, il y a la danse, il y a les plantes médicinales, il y a tout. Il y a les légendes. Il y a les légendes de Marais aussi. Les légendes. Est-ce que les légendes, ça a été justement l'occasion peut-être de raconter des histoires de façon ludique en réaccrochant avec la symbolique
ancestrale de l'île, des îles. Les jeunes comprennent mieux si on leur parle de l'histoire, quoi. En leur racontant des histoires. Si les jeunes ne captent pas bien, si on explique sans l'histoire, sans les contes, sans les légendes. Parce qu'eux, il faut raconter des contes pour comparer à la nouvelle génération et les anciennes générations. Par exemple, le poulpe, les rats. Voilà. Que vous allez nous raconter tout à l'heure. Mais on pourrait aussi parler de la fameuse, l'une des plus connues, c'est quand même celle du saut du guerrier. Vous sauriez nous en parler de celle-là un petit peu, nous raconter un petit peu Si les gens de l'endroit, nous permet de raconter. Donc on peut raconter, mais on peut pas. Je me pose des histoires de mon district et de ma tribu, de mon clan, là. Exactement. Oui. C'est ça en fait, l'appartenance de l'histoire. L'histoire appartient au clan qui possède la terre et c'est les seuls à pouvoir la raconter. Ah oui, la force du clan. Sans leur permission, on ne peut pas raconter. Et c'est quelque chose que vous mettez très bien en exergue dans votre livre Mon amoureuse, à Kelwaya. C'est un petit peu la force sociale finalement, l'importance dans le lien social et la position sociale du clan dans l'identité finalement. Oui, voilà, le positionnement clanique c'est important parce que c'est existentiel. Voilà. Et quelqu'un qui ne sait pas, comme dit Pakaloy, d'où il vient, je veux dire, c'est humain, c'est mondial, c'est universel. C'est pas seulement chez nous, c'est pas quelque chose d'endogène, c'est dans toutes les cultures. Voilà. C'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir vivre avec les autres et avancer avec les autres. Voilà. Et j'ajouterais également que parce qu'on parlait de la transmission, il y a aussi les livres, il y a des écrits. Vous êtes venu avec un livre à Kelwaya aujourd'hui. Oui, voilà, ça c'est Charles Ilouz de Chair et de Pierre, avec des légendes à l'intérieur. Voilà. Et c'est paru en 87. Il y a aussi une parution Mythes et traditions de Marie-Joseph Dubois, avec des légendes à l'intérieur. Donc, du coup, de l'oralité, on est passé à l'écrit. Et ça, c'est important, parce que ça permet de conserver, de garder. Et actuellement, ce qu'on fait, voilà, il y a aussi tout ce qui est audiovisuel. Et ça permet de garder des empreintes dans le temps, dans la durée. Hein. Voilà. Et pour écrire ces livres ou pour faire de l'audiovisuel, il faut aller collecter oralement, demander les autorisations auprès des personnes qui peuvent raconter ces légendes. Voilà. Et comme Pakaloy avait bien précisé tout à l'heure, chaque clan a son histoire. Voilà, a son histoire, a ses légendes. Parce qu'à travers les légendes, si vous voulez, c'est simplement un support. C'est un support oral à l'époque, et maintenant que l'on peut mettre par écrit, c'est un support pour raconter d'où est-ce que l'on vient. L'histoire de 200 clans. Prenons par exemple l'histoire de Wakoko avec l'arrivée de l'Igname. On sait très bien qu'à travers la civilisation de l'Igname, c'est la civilisation des hommes, avec un descriptif clanique à l'intérieur. Tel Igname pour tel clan. Voilà. Et c'est vrai que j'ai parlé des clans dans Mon amoureuse, pour revenir à la question de David, parce qu'on biaise un peu, on sort un peu parfois. Voilà. Il y a des pratiques, et c'est normal parce qu'on est confronté à la vie. Et dans la vie, il y a plein de choses. Il y a des interférences, il y a des interactions, il y a des interrelations. Donc ça bouge un peu au niveau des représentations en tout cas. Voilà. On va se poser la question de savoir si c'est une force ou une faiblesse dans ce monde de mondialisé qui va très très vite. Mais d'abord, on va partir à Lifou, Marine. Oui, on va écouter Edou. Eh bien allez, c'est parti, on va écouter donc ce magnifique morceau d'Edou, un Désiré, en featuring avec Toutou Kani. Et juste après, on se retrouve tranquillement sur ce merveilleux site de Talouem à Marais, en radio et en télé. C'est parti. Pardon, Talouem.